Bonjour et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. La semaine dernière, Jérémy Chevreul avait ausculté la gauche. Cette semaine, c'est au tour de la droite d'être examinée attentivement. On vote pour le premier tour de l'élection présidentielle dans 2 mois et le tableau à gauche comme à droite est très compliqué. Donc, nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair aujourd'hui grâce aux lumières de nos invités. Vous ne les connaissez pas, ou peu, et c'est justement pour ça que nous les avons invités, en espérant qu'ils n'auront pas trop la langue de bois. Vous êtes d'accord, monsieur, madame? Point commun, ils sont tous les 3 candidats aux élections législatives en Franche-Comté en juin prochain. Tout d'abord, Christine Besançon, conseillère municipale d'opposition à Audincourt. Elle se présente dans la 4e circonscription du Doubs sous les couleurs de Debout la France, le parti créé par Nicolas Dupont-Aignan. Isabelle Géhin, elle, défend les couleurs des Républicains dans la 2e circonscription de Haute-Saône. Elle n'a pas de mandat. Et puis, un homme, il en fallait un quand même, Laurent Croisier, conseiller municipal d'opposition à Besançon. Il se présente, lui, dans la 1re circonscription du Doubs et son parti, c'est le MoDem de François Bayrou. Alors, vous remarquez, il n'y a pas d'invité du Front National sur le plateau et pourtant, nous avons sollicité à maintes reprises le parti de Marine Le Pen pour avoir un représentant, mais sans succès. Je regrette vraiment que le Front National n'ait pas jugé bon d'envoyer l'un de ses responsables pour débattre aujourd'hui. Alors, si le FN s'abstient, vous, téléspectateurs, vous pouvez participer à ce débat en posant vos questions sur le site de l'émission et également sur Twitter avec le hashtag DimpolFC. DimpolFC comme dimanche en politique Franche-Comté. Alors, première question, elle s'adresse à vous, Laurent Croisier. Lorsque le Canard enchaîné est paru en révélant la fameuse affaire Fillon, vous, en tant qu'individu, quel a été votre premier sentiment? Alors, comme tous les Français, mon premier sentiment, ça a été tout d'abord de faire appel à la présomption d'innocence. Parce qu'on est quand même dans un état de droit et je me donne pas le droit de juger avant la justice. Mais ça, c'est le premier point. Mais tout de suite, vous avez intellectualisé tout de suite. Vous n'êtes pas dit aux zut, aux crottes ou... Non, j'ai commencé déjà à prendre un peu de recul. Par contre, ensuite, je suis très, très partagé par aussi un sentiment d'écœurement, quelque part, hein, devant le comportement de ces élus et tous bords confondus d'ailleurs, hein, à droite comme à gauche. On va avoir le temps de développer dans la première partie. Ça, c'est le premier point. On aura le temps de développer tout à l'heure. On va demander, Christine Besançon, vous, votre premier sentiment, c'est quoi? Mon premier sentiment, il rejoint le ras-le-bol des gens. Vous savez, le terme de dégagisme. Oui, ça veut dire dégager tout, ce concept, voilà, qui est sorti effectivement au moment du printemps arabe. Voilà, c'est l'écœurement. Le premier sentiment, c'est l'écœurement. Mais encore d'autres. Alors Isabelle Géhin, vous avez une position particulière sur ce plateau, et c'est pas forcément la position la plus facile, puisque vous êtes adhérente aux Républicains, oui. Donc François Fillon, c'est votre candidat. Quand vous apprenez ça mercredi, ou peut-être il y a eu même des fuites déjà dès le mardi soir, en tant qu'Isabelle Géhin, pas en tant que militante, vous pensez quoi? En tant qu'Isabelle Géhin, effectivement, il y a eu de la déception à un moment donné. Parce que François Fillon incarne à un moment donné cette rigueur. Et pouf, d'un coup, on a le sentiment, on est déçu, il y a de la déception qui s'installe. Et après, je rejoins ce que vous disiez, après on y réfléchit et on se dit, mais ça ne vient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il y a quand même 32 ans derrière de François Fillon qui est intègre, qui est au service de la France. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On va en parler dans la deuxième partie. Juste, il y a un sondage qui est sorti donc il y a quelques jours, un sondage Cevipof Le Monde. La colère pour 47% des Français et la déception pour 30% d'entre eux. Allez, on passe à la première partie de cette émission, justement, l'affaire Fillon. Alors, on reparle de cette affaire Fillon, non pas pour faire le poids sur l'enquête, sur le parquet national financier, sur tout ça, non. Mais ce que je voudrais savoir, Isabelle Géhin, déjà, c'est vous, en tant que militante républicaine, qu'est-ce qu'on dit parmi les militants de votre formation politique? On dit quoi? Alors, ce qu'on dit, c'est extrêmement clair. Le seul programme qui va nous permettre d'avoir une France forte, c'est celui de Fillon. Il n'y a pas d'autre alternative. Et je crois que les militants ne sont pas dupes de ce qui se passe. Vous avez voté Fillon au premier tour de la primaire, au deuxième tour?
Oui, je vais pas vous dire pour qui j'ai voté parce que... Oh, quel suspense! Oui. Non, j'ai toujours dit que je me mettrais derrière le candidat qui réussirait les primaires. Donc vous avez voté premier tour, deuxième tour, et maintenant, quoi qu'il advienne... Et maintenant, de toute façon, je suis derrière le candidat et j'y serai jusqu'au bout. Laurent Crozier, vous la voyez comment cette affaire Fillon, et qu'est-ce que vous entendez sur le terrain? Sur le terrain, c'est ce que je disais. Il y a déjà, premièrement, c'est le sentiment d'écœurement devant le comportement de la classe politique. Alors, ce qui revient souvent, et c'est aussi quelque chose que je porte en moi-même, c'est on doit changer les pratiques politiques. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on doit renouveler le logiciel politique dans notre pays. Ça, c'est absolument indispensable. Ça veut dire renouveler les gens? Ça veut dire ça aussi? Renouveler le logiciel, renouveler le logiciel, c'est la façon dont on va intellectualiser l'action politique. Et puis, je voudrais simplement rassurer vos téléspectateurs, il y a quand même une nouvelle génération d'élus pour qui l'éthique et la morale, si vous voulez, mais pour qui la morale et l'éthique sont encore des valeurs qui ne sont pas facultatives. Et ça, je crois négociable. Et je crois que c'est pas négociable, et je crois que c'est important de le dire, et c'est important pour les citoyens de l'entendre. Et vous croyez que c'est juste une histoire de génération? Je crois qu'il y a une vraie fracture. Je crois qu'il y a une vraie fracture générationnelle sur la façon dont on conçoit la conception de la politique, oui. Et vous, de votre parti, oui. Nicolas Dupont-Aignan, votre chef, votre président, lui, il travaille avec son assistante parlementaire qui est sa femme. Oui, mais Nicolas Dupont-Aignan ne l'a jamais caché. D'ailleurs, les indemnités qui sont prévues pour avoir des personnes, pour employer des personnes, des collaborateurs, cette enveloppe est divisée par 3. Donc, son épouse a exactement la même somme. D'ailleurs, il le disait encore récemment, on lui reproche presque d'être trop présente. Donc, aucune difficulté. Lui, il dit, de toute façon, si je n'avais pas embauché ma femme comme assistante parlementaire, ça ferait longtemps qu'on aurait divorcé. On ne se verrait jamais. Mais oui, complètement. Est-ce que vous pensez que le discrédit est jeté sur tout le monde, y compris vous, des élus de terrain? Parce que je rappelle que vous êtes conseillère municipale à Audincourt. Oui. Que ce soit de droite, de gauche, qu'on soit maire d'une petite commune, qu'on soit député, qu'on soit... Oui, je pense qu'il y a un vrai virage. Mais enfin, soyons clairs. La justice ne rendra pas son jugement de toute façon avant l'élection présidentielle. Donc sur le terrain purement judiciaire. Rien à craindre dans l'immédiat pour François Fillon. Mais enfin, sur le terrain... de la morale. La droite a déjà perdu, j'en suis convaincue. Les retours de terrain, c'est exactement ce discours. Isabelle Géhin, la droite a déjà perdu? Moi, je ne partage pas du tout ça. Effectivement, au niveau de la morale, ce qui était permis hier moralement, l'est plus du tout aujourd'hui. Mais sur le terrain, moi, j'entends pas ça. J'entends justement que les personnes sont passées au-delà de ça. Au bout de 3 semaines de scandale, il y en a marre, pour parler très clairement. Maintenant, ça suffit. Penchons-nous réellement sur le programme, sur ce qu'il y a derrière. Moi, ce qui m'interroge quand même, c'est qu'il y a à peu près 120 parlementaires qui sont dans la même situation. Pour autant, on n'en entend pas parler. On a Barthelone, par exemple, là, qui est aussi c'est le président de l'Assemblée. Lui, il dit qu'il a épousé son assistante parlementaire. Oui, c'est un petit peu différent. On ne va pas les empêcher de s'aimer, ces gens-là, non plus. On est bien d'accord, mais alors, il faut réguler, il faut trouver un système. Parce que ce qui est embêtant, c'est pas, non pas qu'il a employé sa femme, c'est qu'a priori, il a employé sa femme pour ne rien faire. Mais là, la justice est en train de s'emparer. C'est là-dessus que... La justice travaille là-dessus. Il n'y a rien du tout, actuellement, qui dise... Effectivement, c'est le travail fictif Quand je vous avais dit que j'avais appelé, non pas des ténors des partis politiques, mais d'autres personnes, pour ne pas avoir la langue de bois, mais vous êtes un peu langue de bois, là. Ah non, mais laissez le parquet national financier. Et d'ailleurs, ça, c'est capital. Le parquet national financier enquête, normalement, lorsqu'il y a des affaires qui sont médiatiquement fortes. C'est ça. C'est uniquement là-dessus que le parquet... Oui, justement, moi j'ai une question d'un téléspectateur qui dit est-ce que François Fillon veut devenir donc le président de la République et critique déjà la justice de son pays? Est-ce qu'il ne sait pas se mettre en porte-à-faux? Ah, du tout. Donc, si vous voulez bien, je vais terminer sur ce parquet national parce que c'est important de comprendre ça. Donc, politiquement, quand il y a une affaire, le parquet national s'en empare. Comment se fait-il que les magistrats aient fait fuiter des éléments? Ça veut dire que ces magistrats auto-alimentent leurs compétences, leur système. Mais c'est ça qu'il faut interroger.
Et maintenant, je crois qu'on a bien compris ce système-là. Alors, dernière question, mais ça, c'est juste une petite question entre parenthèses, et que pour vous. Jean-Pierre Raffarin, qui, lors d'un meeting de soutien à François Fillon, fait siffler les journalistes par les militants, vous en dites quoi? Non, je ne suis pas d'accord avec ces pratiques-là. À un moment donné, voilà, on respecte les uns les autres. Hein, voilà. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. Comme vous dites, on en a marre, on va passer à autre chose. On va parler maintenant de la campagne. Et je vais tout de suite faire appel à une palette d'infographies qui va nous donner des résultats de sondages particulièrement intéressants. Tout d'abord en France, on voit justement que... Alors, il faut bien dire que les sondages, c'est une photo à l'instant T et que ça n'est pas forcément ce qui va se passer dans 2 mois, le 23 avril. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Marine Le Pen est très largement en tête et que derrière, François Fillon se tasse et Emmanuel Macron remonte, on va dire, il est très bien placé. Et vous voyez sur le tableau qu'il y avait avec François Bayrou ou sans François Bayrou. Isabelle Géant, on va laisser quand même cette palette-là à l'antenne pour que les gens aient bien le temps de la voir. Isabelle Géant, est-ce que c'est difficile de leur relancer la campagne de François Fillon, vous, en Haute-Saône? Non, parce que j'ai vraiment le sentiment que les sympathisants n'ont pas changé d'avis. Ceux qui ont voté François Fillon ont certes été déçus, ont certes rencontré de la colère, mais aujourd'hui... Ils sont repartis. Ils sont repartis. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Et j'ai vu d'autres sondages qui annoncent Marine Le Pen à 26, c'était Opinionway il y a 2 jours. Hein. Marine Le Pen à 26, François Fillon à 20 et Macron à 20 aussi. Donc on voit bien que Macron est en train de décrocher et que Fillon, justement, est en train là de pouvoir équilibrer les choses. Madame Besançon, Nicolas Dupont-Aignan n'apparaît même pas dans ce sondage, parce que je ne suis pas descendue trop bas dans le sondage, 3% seulement pour lui. Est-ce que vous pensez qu'il n'arrive pas à profiter justement de cette baisse de régime de François Fillon? Alors, vous voyez, c'est complètement faux. Moi qui suis du terrain, puisque je fais campagne pour la 4e circonscription du Doubs, déjà depuis le 3 janvier, je suis pratiquement tous les jours sur le terrain et je peux vous assurer que c'est le terrain le meilleur sondage et le seul valable. Ceci étant dit... les gens, ils vous disent quoi? Ils sondages... vous disent on va voter Nicolas Dupont-Aignan? Oui, ils vous disent de plus ça en plus, effectivement. Et puis vous rencontrez toujours les 3% qui vont voter pour lui selon les sondages. C'est complètement faux parce que, déjà, premièrement, les sondages sont faits pour ceux qui les payent. Ça, c'est le premier point. Et Nicolas Dupont-Aignan, effectivement, ne dépense pas l'argent public dans des sondages. C'est pour ça qu'il en est à ce stade-là. Autre point très important, au moment des régionales, d'ailleurs notre jeune tête de liste et talentueuse tête de liste Maxime Thiebaud pourra vous le confirmer, nous étions à un moment, au moment des régionales, un sondage, on était à 0,5%. On a même été une fois à 0%. Nous avons fait pour la région 5,2%. Et puis les communes, parce que contrairement à ce que je fais d'habitude, je fais des campagnes très longues, je suis sur le terrain pendant des mois. Contrairement à ces campagnes habituelles, malheureusement, on a eu très peu de temps. On a eu exactement 1 mois et 3 semaines sur le terrain. Eh bien, c'était pas suffisant, mais sur les terrains... Alors, ce que vous espérez là, c'est maintenant vous allez avoir plus de temps et vous espérez faire fructifier. Non, sur les communes sur lesquelles je suis allée travailler, on est allé travailler, les personnes donc, de ma liste, enfin de notre liste région, nous avons fait 8, 9, 10 et on a même une commune, on a fait 11,11% sur mon secteur. Oui, mais enfin, on est loin quand même du à la limite du plancher nécessaire pour se qualifier au 2e tour. Oui. Et je rappelle que Nicolas Dupont-Aignan était candidat en 2012. Oui. Il a fait 1,79%. Mais il n'était pas connu à l'époque. Et puis, les gens ont oublié, mais je me fais d'ailleurs, je ne loupe pas une occasion pour le faire remarquer, Nicolas Dupont-Aignan est le seul candidat au présidentiel qui a prouvé en 2007 que son attachement au peuple était plus important que l'attachement... C'est quand il a quitté l'UMP. Tout à fait. Il allait être ministre l'année suivante, en 2008. Mais il a quitté parce que... on va laisser la parole à Laurent Croizier. Oui. Voilà, Laurent Croizier, vous, votre champion, c'est François Bayrou.
Alors, je vous ai invité sur ce plateau et pourtant, on ne sait pas si François Bayrou va être candidat ou pas à la présidentielle. Une certitude, vous êtes candidat pour le MoDem sur la première circonscription du Doubs. Vous avez vu sur les palettes qu'on a vues, on va voir également la palette concernant la Franche-Comté. Ça joue beaucoup quand même que François Bayrou soit candidat ou pas, bien que s'il est candidat, il n'est crédité que de 6% pour le moment. Mais ça change quand même. Il va être candidat ou pas? Dites-nous. 6% sans être candidat, je trouve que c'est déjà un socle intéressant. Mais dites-nous, vous avez juste une petite rappeler, info, si François un Bayrou scoop n'a pas encore donné sa position, c'est qu'elle n'est encore pas prise. François Bayrou est suffisamment responsable et a suffisamment de responsabilité à l'égard du pays. Une chose est certaine, c'est qu'il fera ce qu'il faut pour l'intérêt du pays et non pas pour son intérêt personnel. S'il se présente, ce sera la quatrième fois. Je vais vous donner les critères de choix qu'ils vont faire et sa décision, il la rendra certainement milieu de semaine prochaine. On a fait l'émission une semaine trop tôt. Y a-t-il sur la table une offre qui rassemble avec un projet qui est au point d'équilibre de ce qu'attendent les Français et avec un candidat qui possède la vision et la hauteur suffisante pour incarner la fonction présidentielle. C'est tout lui, ça. C'est tout lui. Et ça, s'il retrouve espère. un candidat qui coche, on va dire, ces 3 critères, il s'y joindra sans aucun problème. Et s'il ne le trouvera, il sera candidat. Voilà. Alors, sur le terrain, les gens vous disent « Oh, vivement que François Bayrou se présente ». Sur le terrain, les gens nous disent surtout qu'ils en ont marre de la droite et de la gauche, et c'est clair, et qu'ils aimeraient bien que, plutôt que de parler d'un camp, on parle de l'avenir et de l'intérêt du pays. Ça, c'est le premier point. Je voudrais juste rappeler de la situation dans laquelle on est. Le bilan du quinquennat de François Hollande, quand même. C'est un pays qui ne protège plus ses citoyens, un pays qui produit du chômage, un pays qui produit des inégalités et une dette transférée aux jeunes générations. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et dire aujourd'hui que l'alternance est importante, elle est non seulement importante, mais en plus, elle est vitale. J'ai une question d'un téléspectateur qui est juste pour vous, parce que je vous ai invité sur un plateau quand on parle de la droite, et il me dit « Laurent Croizier est-il vraiment de droite ?» Là, vous venez de répondre que oui. Moi, je suis du parti de la France. D'accord, je C'est suis facile, de l'intérêt général. Non, c'est pas facile de dire ça. C'est-à-dire aujourd'hui, les étiquettes politiques aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Elles divisent. Et moi, j'ai envie de rassembler. Ça, c'est un premier point. Et je crois que quand on entend les Français aujourd'hui, ils nous disent la droite, la gauche, on en a marre, œuvrer pour le pays. Et une bonne idée, je finirai là-dessus. Une bonne idée, elle est ni de droite ni de gauche. Une bonne idée, c'est une bonne idée pour le pays. Point. Alors justement, je vous propose de passer à la 3e partie de cette émission puisqu'il reste moins de 10 minutes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Madame Géhin, par rapport aux candidats qui représentent d'autres partis politiques, vous avez quoi comme différence et quoi comme ressemblance avec eux? Je crois qu'on a énormément de ressemblances. On a énormément. Là, tout de suite, vous parliez effectivement de cette volonté d'avoir une France forte. Et je crois que là-dessus, on se retrouve indéniablement. C'est ça, avoir cette France. J'ai pas entendu à gauche quelqu'un qui disait qu'il voulait avoir une France faible. Oui, mais sauf que concrètement, qu'est-ce qui se passe depuis 5 ans? C'est ça, la France n'existe plus, c'est ça concrètement. Mais est-ce que peut-être sur l'Europe, vous n'êtes pas tout à fait d'accord les uns et les autres? Alors sur l'Europe, le programme de François Fillon est extrêmement clair. C'est des frontières qui soient suffisamment fortes, des frontières qui fassent leur vrai travail, des frontières à l'échelle de l'Europe. Pour qu'on puisse, à un moment donné, travailler au niveau de l'immigration et qu'on ne soit plus cette passoire comme les personnes ont le sentiment de voir l'Europe. Alors moi, je vais m'exprimer effectivement sur les différences entre les partis et puis Debout la France. Concernant la droite et la gauche, bien évidemment, la souveraineté du peuple, c'est un élément sur lequel on travaille. Et puis, il y a un point aussi très important et qui est indispensable si on veut relancer la machine économique aujourd'hui dans notre pays, c'est la renégociation de l'ensemble des traités européens. Et puis, il y a d'autres différences énormes. Vous savez, la droite et la gauche ont non, mais moi, je parle déjà au niveau de la droite, simplement vis-à-vis que ce soit de François Bayrou ou de François Fillon. Eh bien, de toute façon, c'est parti, que ce soit François Bayrou ou de la droite, de toute façon, ont imposé des primaires. Je parlais aussi de la gauche parce qu'effectivement, ont imposé des primaires. Donc, ça confisque, on confisque le débat. On impose un bipartisme. Et puis, il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, on dérobe, pendant le temps des primaires, on a dérobé le temps de présence et de parole dans les médias de tous les autres candidats. Alors, Nicolas Dupont-Aignan pouvait pas très bien participer à la primaire de la droite et du centre. Bien évidemment que non. S'il a quitté la droite, c'est parce qu'il était persuadé qu'on ne pourrait pas sortir de cette impasse. Il aurait pu se faire entendre. D'ailleurs, aujourd'hui, on est à un grand tournant. Soyons
soyons réalistes. Moi, sur le terrain tous les jours, on a de plus en plus d'adhérents à Debout la France. Les gens nous rejoignent parce qu'on est conscient que la droite et la gauche sont en fin de course. Laurent Croisier, qu'est-ce qui vous différencie de François Fillon et de Nicolas Dupont-Aignan et qu'est-ce qui vous rassemble ? Ce qui nous différencie de François Fillon, c'est que François Fillon propose de la sueur, du sang et des larmes. Et moi, j'ai envie de proposer un avenir au pays et des perspectives d'avenir. Ça, c'est le premier point. J'ai envie de redonner de l'ambition à notre pays, j'ai envie de redonner de l'espoir à notre jeunesse. Et je ne sens pas dans le programme de François Fillon cette vision positive. Il a parlé, par exemple, de renverser la table. Moi, sur ce point, je pourrais être d'accord, sauf qu'une fois qu'on a renversé la table, il faut la remettre debout. Et ma position, c'est qu'il faut que tous les Français puissent s'y rassembler. Il faut déjà se rassembler autour de la table avant de la... Non, c'est qu'on peut la renverser, mais une fois qu'on la remet debout, il faut que les Français puissent tous s'y rassembler. Alors, mais vous parlez de renverser la table, mais il y a un projet justement pour que la table elle ait ses socles, que ce soit absolument solide. Je vais vous donner 2-3 exemples, c'est extrêmement clair. C'est par exemple, vous parliez d'avenir de la jeunesse. Eh bien, l'avenir de la jeunesse, c'est aussi à un moment donné leur proposer l'alternance, revenir sur... On fait des contrats d'apprentissage pour promouvoir cela, pour asseoir les jeunes dans un métier, pouvoir les faire se projeter. Parce que qu'est-ce que c'est que la première politique sociale ? Ben, c'est l'emploi. Et si on ne donne pas à l'ensemble de nos jeunes, à toutes les personnes, la possibilité d'avoir une place dans la société, de se sentir utile, eh bien alors... Là, ça devient un peu plus compliqué. Quel avenir vous donnez aux jeunes par rapport au salaire ? On pourrait être d'accord sur la valorisation du travail. Alors, sauf que la différence entre nous deux, c'est que vous proposez de travailler plus pour gagner la même chose. Et nous, on pense que pour des gens qui ont des salaires relativement faibles, de l'ordre de 1 100 euros, 1 200 euros, la seule solution pour faire des projets d'avenir, d'être propriétaire, de partir en vacances, c'est de faire des heures supplémentaires et d'avoir un gain de salaire supplémentaire. Donc, nous, on est pour la remise en cause des 35 heures en tant que limitation plafond de la durée du temps de travail, mais par contre, on voudrait maintenir ces 35 heures comme le déclenchement des heures supplémentaires. On pense que c'est une façon pour eux d'avoir des perspectives. Alors, si je comprends bien les uns et les autres, vous êtes coincés sur votre droite extrême par le Front National, sur votre gauche par Emmanuel Macron. Non, vous n'êtes pas... le Front National ne vous pique pas des électeurs. Par exemple, là, sur l'Europe, prenons l'exemple de l'Europe. Moi, ce que je vois dans le FN, c'est qu'il y a une volonté d'avoir une Europe comme ça, rabougrie, enfin une France rabougrie, retournée sur elle-même. Ça, là-dessus, on n'a pas du tout la même vision. Donc là, j'ai pas l'impression qu'on soit sur le même type d'électorat. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même qu'il y ait une France qui soit rayonnante, qu'il y ait une France qui ait réellement sa place dans l'Europe. Je rappelle que le Front National était invité dans cette émission et qu'il a décliné l'invitation. Moi, j'aimerais bien le Front National, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, en 2012, avait dit « Si je suis élu président de la République, je prends Marine Le Pen comme Premier ministre ». Cette semaine, elle lui a tendu la main et lui, il a dit « Non, je suis indifférent ». Vous dites quoi, vous, par rapport au Front National ? Je dis quoi par rapport au Front National ? Je dis que le Front National, nous avons effectivement des valeurs communes. La souveraineté du peuple, le retour des frontières, l'abrogation de Schengen. Mais enfin, je n'ai pas la mémoire courte et je n'ai pas oublié que le Front National a enraciné son histoire dans l'anti-gaullisme. Et puis, justement... alors que Nicolas Dupont-Aignan se dit le dernier gaulliste de France. Le gaullisme social, c'est justement le rassemblement de tous les Français, mais autour d'un projet, et plus autour d'un système. Parce que le problème de la droite et de la gauche, ce sont des partis qui ont gouverné depuis près de 40 ans, à peu près à égalité de temps, et qui ont échoué lamentablement parce que... Nicolas Dupont-Aignan est quand même de droite. On ne peut pas... Vous dites... Mais je ne sais pas, parce que je vais vous dire que sur le terrain, moi, parfois on me dit, mais dites donc, madame, ça c'est des idées de droite. Ah, ça, c'est des idées de gauche. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai une réponse c'est quand même scandaleux. Les idées, elles ne sont pas la propriété des partis. Il y a un moment où il faut arrêter. Alors, Laurent Croisier, on parlait de Marine Le Pen du Front National, Emmanuel Macron est En Marche. Vous êtes Macron compatible ?
Est-ce que le MoDem est Macron compatible? On a des points communs et puis on a aussi des divergences. Il s'affranchit du clivage gauche-droite. Il s'est un peu mis dans le moule du MoDem dans ce cadre-là. Il veut réformer le pays, il veut libérer des contraintes et des normes administratives. Tout ça, c'est aussi notre bien. volonté, ça nous va bien. Il veut rassembler, ça nous va bien. Par contre, il y a des vraies interrogations. La première, c'est on a quand même une vision assez floue de son programme, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on a des interrogations sur sa capacité à incarner la fonction présidentielle. Et le troisième point sur lequel on a des interrogations, c'est la composition de sa future majorité. Moi, j'ai beaucoup de mal de voir autour de lui certaines personnes qui ont profité, on va dire, du système socialiste et aujourd'hui qui viennent nous dire qu'il faut faire de la politique autrement. Et vous avez dit, le MoDem est-il Macron compatible? Et Laurent Croizier, est-il compatible avec En Marche? Si on arrive à se retrouver sur un projet, pas un projet électoral, un projet programmatique. Ce serait quand même cocasse que vous, qui êtes conseiller municipal d'opposition à Jean-Louis Fousseret, le maire socialiste de Besançon, qui s'est déclaré macroniste dès la première heure, avouez que ce serait cocasse. Alors, ce serait cocasse, mais je pense que ça mettrait plus en difficulté le maire de Besançon, qui se retrouverait plus proche de son opposition que de sa propre majorité. Donc, c'est pas moi qui serais, entre guillemets, le plus embêté. Voilà. Et il reste 1 minute. Je vais vite faire passer la parole. Il faut vous souhaiter une campagne pour les législatives. On va passer aux législatives directement. Comment vous la souhaitez, cette campagne pour les législatives? Enthousiaste. Enthousiaste. Ah oui, avec cette effervescence qui commence à reprendre goût là sur le terrain. Voilà. Laurent Croizier. Positif, tourner à l'avenir. Je veux qu'on saisisse des mutations écologiques, technologiques et économiques comme des opportunités et non pas comme des contraintes. Christine. Alors moi, la campagne Besançon. Votre nom de famille m'avait échappé. Je vous en prie. Dynamique, solide, au plus proche des citoyens et faire enfin passer le message, la politique politicienne, c'est stop. Aujourd'hui, on veut de l'humain. Merci, monsieur. J'espère que vous n'avez pas été trop déçus sur un plateau. Il y avait 3 femmes avec vous. Vous avez la parité est inversée, nous voilà, nous en plaignons pas. Voilà, tout à fait. Merci, mesdames. Merci, monsieur. Merci. Bon dimanche après-midi à vous. Au revoir et à la semaine prochaine. Lundi, au cœur de la Guyane, une missionnaire bourguignonne a changé la vie. Il y a tout un mode de pensée, il y a toute une volonté